Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. De sommaire, le président Joseph Kabila peut-il rester au pouvoir en cas de retard dans la tenue de l'élection présidentielle? C'est sur cette question que s'affrontent majorité et opposition en République démocratique du Congo. Le Kenya se tourne vers le financement privé. Les autorités envisagent cette nouvelle stratégie afin de maintenir le rythme des investissements dans les projets d'infrastructure. Et les Nigériennes dénoncent leur faible représentation au sein du nouveau gouvernement. Elles estiment que la loi sur le quota qui réserve 25% des nominations aux femmes n'a pas été respectée. Mais tout d'abord, le président congolais Denis Sassou Nguesso, réélu le 20 mars dernier pour un nouveau mandat de 5 ans, est investi ce samedi dans ses fonctions. La prestation de serment a lieu au Palais des Congrès de Brazzaville, la capitale, en présence des corps constitués nationaux. 11 chefs d'État africains ont également confirmé leur présence, ainsi que de nombreuses personnalités étrangères. Et sachez que vous pourrez suivre sur notre antenne juste après ce journal la cérémonie d'investiture en direct de Brazzaville. En République démocratique du Congo, des députés de la majorité présidentielle vont saisir la Cour constitutionnelle. Ils souhaitent être fixés sur l'interprétation de l'article 70 de la Constitution, à savoir si le président Joseph Kabila peut rester au pouvoir en cas de retard dans la tenue de l'élection présidentielle. Reportage de notre correspondant Deogracias Aspodo. La situation politique demeure tendue en République démocratique du Congo. Jeudi 14 avril, un groupe de députés, membres de la majorité présidentielle, a annoncé vouloir saisir la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de l'alinéa 2 de l'article 70 de la Constitution. Les députés à l'origine de cette pétition rejettent toute idée de transition au cas où l'élection présidentielle ne pourrait être organisée dans les meilleurs délais. Il y a deux aspects. Il y a ceux qui sont dans la logique de la conservation du pouvoir au niveau de la majorité et puis ceux qui sont dans la logique de la conquête du pouvoir au niveau de l'opposition. Mais un autre aspect, c'est l'aspect technique, parce que les conditions ne sont pas réunies. La CENI agit sur base des instruments juridiques qui lui sont donnés par le législateur. Il faut que les forces politiques et sociales se réunissent pour lever des options politiques fortes qui vont servir à la commission électorale d'organiser les élections s'ils les tiennent justement dans les délais. Et donc tout le monde connaît que la question fondamentale, c'est le processus électoral. L'opposition accuse le pouvoir de retarder le processus électoral afin de maintenir le président Joseph Kabila en violation de la Constitution. Elle estime que si la présidentielle n'est pas organisée dans les délais prévus, le chef de l'État devra quitter le pouvoir. Le président du Sénat sera chargé de mener une transition, le temps d'organiser une nouvelle élection présidentielle. Le sujet divise depuis plusieurs mois les acteurs politiques congolais. La démarche de la majorité est une démarche légalement soutenue par l'article 161 de la Constitution. Mais là où nous posons des questions, c'est que la démarche de la majorité risque de réveiller le chat qui dort, parce qu'il y a des craintes sur le probable glissement du mandat présidentiel en cours. Que fera la majorité si la Cour constitutionnelle tranche en faveur justement de sa position selon laquelle le président reste en fonction pendant qu'on organise le dialogue? Le deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila s'achève à la fin de cette année 2016. Ce dernier avait appelé tous les acteurs politiques et autres leaders de la société civile à prendre part à un dialogue national pour permettre l'organisation des élections apaisées. Difficile pour le moment de réunir tous les protagonistes de la crise. Un véritable défi pour Edem Kodjo, l'ancien premier ministre togolais, désigné facilitateur de la crise par l'Union africaine. Au Rwanda, un ancien responsable politique a été condamné ce vendredi à la prison à vie pour incitation au génocide des Tutsis en 1994. Il s'agit de Léon Mugesera, un linguiste âgé de 63 ans. En 1992, il avait prononcé un discours anti-Tutsi dans l'ouest du pays. Il était alors conseiller du président Juvenal Habyarimana, dont l'assassinat a été le point de départ du génocide. Dans le reste de l'actualité, le Kenya souhaite se tourner vers un nouveau type de financement pour ses projets d'infrastructure. Les autorités comptent ainsi davantage faire appel aux investisseurs privés. L'objectif est de maintenir le rythme des investissements tout en réduisant le déficit budgétaire de l'État. Olivia Hiré-Debré. Le Kenya recherche des investissements privés pour financer ses projets d'infrastructure. Le pays cherche à nouer davantage de partenariats avec des investisseurs privés afin de maintenir le rythme des dépenses sur les nouveaux chemins de fer et d'autres biens essentiels. Objectif, rassurer les investisseurs. La plus grande économie d'Afrique orientale vise ainsi à réduire son déficit qui atteignait les 8,1% en 2015-2016 à 6,9% du produit intérieur brut. Le gouvernement kényan a annoncé avoir lancé
lancé plusieurs projets de partenariat public-privé pour construire des routes, des centrales d'énergie et des logements. Nous pourrions commencer à chercher d'autres options de financement. Un modèle PPP fonctionnerait parfaitement. Si vous regardez l'aéroport, par exemple, il y a beaucoup de gens prêts à mettre en place un aéroport et percevoir des revenus sur cet investissement. Il y a beaucoup de gens prêts à investir leurs fonds propres aussi longtemps que nous leur garantissons un certain retour sous forme de subventions, par exemple. Nous avons donc beaucoup de moyens créatifs pour mobiliser des fonds autrement que par le trésor public. Le ministère des Transports kényan dispose d'un budget estimé à 280 milliards de shillings, soit 2,77 milliards de dollars. Pour Irungu Nyakera, le secrétaire principal au ministère des Transports et des Infrastructures, le secteur du transport possède un fort potentiel pour stimuler la croissance économique. L'investissement dans les infrastructures a un effet multiplicateur important sur l'économie et cela fait réaliser que toutes les grandes infrastructures conduisent effectivement à une activité économique beaucoup plus dense. Quand on considère la route Tika qui a été faite, quand on considère les autres grands axes routiers et même les réseaux ferroviaires, nous voyons l'impact que ça a eu, mais plus encore l'impact que ça aura une fois que tout sera terminé. Le ministère des Transports travaille sur des projets qui incluent l'expansion du port principal de Kenya à Mombasa et de l'aéroport international de Nairobi. Le Kenya, qui sert de passerelle commerciale pour les pays voisins enclavés, achève également la construction d'un nouveau chemin de fer entre Mombasa et Nairobi, qui devrait ouvrir en juin 2017 et est estimé à 327 milliards de shillings. Au Niger, polémique après la formation du nouveau gouvernement. Les Nigériennes estiment en effet qu'elles sont sous-représentées dans cette équipe ministérielle. Les associations féminines notamment dénoncent le non-respect de la loi sur le quota qui imposait au moins 25% de femmes. Un reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Au Niger, le nouveau gouvernement formé après l'investiture du président de la République, Issoufou Mahamadou, réélu pour un second mandat, ne fait pas l'unanimité au sein de la société. Les associations et ONG féminines du Niger dénoncent le non-respect de la loi sur le quota dans la formation du gouvernement de Brigitte Raffini. Sur 40 postes ministériels, seuls 8 portefeuilles leur reviennent, alors que la loi qui institue le système du quota prévoit 25%. La femme s'estime sous-représentée dans le gouvernement mis en place le 11 avril 2016. Vous l'avez vous-même constaté au moment des élections 2016, les femmes sont sorties massivement pour voter. On utilise les femmes comme bétail électoral. Maintenant, s'il s'agit de nommer, on les oublie. Mais cette fois-ci, nous allons changer de camp. Nous allons changer de démarche. Vraiment, nous allons aller vers la démarche, surtout peut-être, de saisir qui de droit. En 2011, puis en 2013 déjà, les associations féminines avaient décrié la violation de la loi sur le quota dans la formation des gouvernements précédents. Selon le docteur Hassan Boubacar, spécialiste du droit constitutionnel, la femme nigérienne doit se battre pour imposer le respect de cette loi aux autorités. Les femmes, et toutes tendances confondues, doivent saisir cette opportunité pour attaquer le décret de nomination devant le Conseil d'État qui n'hésitera pas un seul instant à appliquer la loi dans toute sa plénitude et ce serait une révolution en termes de droits de la femme au Niger, en termes de promotion des droits de la femme. La meilleure façon pour leur imposer le respect de la Constitution et de la loi sur le quota, c'est d'attaquer le décret de nomination des membres du gouvernement signé par le président de la République pour que le Conseil d'État l'annule pour violation justement de la loi sur le quota. La loi sur le quota a été instituée pour favoriser la promotion de la femme. Cette importante composante de la population qui s'estime discriminée dans toutes les instances de prise de décision engageant la vie de la nation nigérienne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.